Bien, alors bonjour à tous. Quelques slides pour donc introduire la première table ronde qui va porter sur GENCI et les communautés scientifiques. Alors, GENCI, effectivement, il faut quand même le rappeler, c'est une très grande infrastructure de recherche qui est supportée par 5 associés qui sont donc le CEA, le CNRS, la Conférence des présidents d'université, l'INRIA et l'État qui est représenté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Le rôle principal, bien sûr, c'est la maîtrise d'ouvrage national pour le calcul intensif, ça fait pas de doute, et ça consiste bien sûr à renouveler l'ensemble des ressources de calcul et de stockage des 3 centres nationaux. On a aussi comme mission d'accompagner les industriels vers la simulation avec des programmes comme SimCO. Alors, maintenant que vous connaissez une mission, en fait, tout ça, on a besoin de les décliner en tout un tas d'activités. Et on a fait trois parties, c'est-à-dire les projets qui ont un périmètre national, les initiatives européennes, et puis les projets qui portent plus sur la partie régionale. Et puis toutes ces activités-là, on a besoin d'une fonction support, de plusieurs fonctions support au niveau de la société civile. Donc vous l'avez reconnu, vous avez Philippe l'avocat en tant que PDG de toute cette structure, mais ce qu'on n'a jamais présenté encore, et on nous pose souvent la question, mais en fait à GENCI vous êtes combien? Et donc je vais prendre 2 minutes pour juste vous présenter l'intégralité du personnel de GENCI et sur quelle partie il travaille. Alors sur les projets nationaux, donc il y a trois bullets, une première sur la veille technologique et tout ce qui est lié à la cellule donc, de veille, et donc c'est porté par Gabriel Autreux, Éric Boyer et puis Stéphane Requena. Ensuite, une fois qu'on sait à peu près quoi acheter, on essaie de l'acheter. Donc c'est les équipements dans les centres, donc on achète les équipements. Et donc là, il y a aussi les mêmes personnes une partie des mêmes personnes. Donc Éric, Stéphane, il y a aussi Laura Prudhomme et Édouard sur toute la partie financière et convention, et moi-même. Ensuite, une fois que les machines sont installées, on suit l'exploitation avec les centres nationaux et on s'occupe de l'attribution. Et ça, c'est le rôle essentiellement d'Arnaud et de moi-même. Ensuite, le deuxième bloc, toutes les initiatives européennes. Donc vous avez PRACE, l'infrastructure que vous connaissez. Donc ça, c'est essentiellement le travail de Philippe et de Stéphane en amont, donc ils sont souvent pas là. Il y a toute la partie PRACE-IP, donc les projets, les phases d'implémentation de PRACE. Donc là, c'est chapeauté par Philippe Segers, et puis Stéphane y consacre aussi beaucoup de temps, bien sûr, et l'autre Philippe, notre Philippe l'avocat. On a aussi donc Clément Gaudreau qui travaille, et puis Lone Moret pour les parties plus administratives. Et ensuite, les autres projets des initiatives européennes, donc dans le futur, qui sont que des acronymes EXDCI, EuroHPC, le European Open Science Club, et j'en passe. Donc là, c'est de nouveau les deux Philippe, Stéphane, et puis Éric Boyer qui s'en occupe. Enfin, sur les projets qui ont plus un périmètre régional, donc nous avons équipe Atmeso, l'équipex qu'on coordonne. Donc ça, c'est le rôle de Thomas Palichata, qui est aussi dans la salle, de moi-même. Ensuite, le programme SimCO, qui est plus en lien avec les PME. Donc ça, c'est de nouveau Thomas et Marie-Hélène Vouette. Et enfin, la plateforme de SimCO dédiée à l'Île-de-France, qui est portée par Élise Cantel, qui est au sein de GENCI. Voilà, donc ça fait quand même 18 personnes, donc on n'est pas que 2, mais je pense que c'était important de vous présenter l'ensemble du personnel. L'ensemble du personnel, bien sûr, il y a encore toute la partie support indispensable, on ne pourrait rien faire quasiment sans elle. Donc sur la partie communication, donc, vous avez Annabelle Truon qui est ici aussi, Séverine Saint-Hubert qui est aussi présente. La partie secrétariat donc, de Maïté Campéas et Somsafon Kostadinovic. Une grande fonction juridique qui est de nouveau portée par Laura et Édouard. Aussi sur la partie financière, Édouard c'est le secrétaire général, donc ça lui revient. Et puis toute la partie partenariat, parce que GENCI, on essaye de se développer avec d'autres partenaires que ce que je vous ai présenté sur la première slide. Et ça revient à Marie-Hélène.
Voilà, alors dans la table ronde, on va manipuler quelques concepts, et notamment le concept de tiers. Donc je pense que vous connaissez partiellement la pyramide. En plus, vous avez des goodies, si vous voulez absolument un presse-papier, on en a encore quelques-unes. On ne compte pas les rapporter. Donc pour tous ceux qui sont présents, vous avez obligation de prendre des pyramides. Alors, ce qui est important, c'est juste, je voudrais rappeler, c'est la puissance pour bien voir où se trouve tel calculateur dans quel tiers. Donc au niveau des esprits, hein, les tiers 0, c'est-à-dire les machines de classe européenne, c'est des machines à peu près supérieures à 10 pétaflops. Maintenant, les centres nationaux, ils ont des machines entre 1 et 10 pétaflops, et les centres régionaux, c'est inférieur à 1 pétaflop. Alors, bien sûr, ce n'est pas des chiffres stricts, hein, puisque ces machines-là ont une durée de vie de 5 ans. Donc, une machine que vous avez, par exemple, un tiers 1 que vous achetez maintenant, eh bien, il sera probablement plus puissant qu'un tiers 0 qui date de 5 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé entre Curie et Oxygène. Donc, bien sûr, hein, tout ça, ce sont des moyennes. Alors, en ce qui concerne la gouvernance de toute cette pyramide, donc GENSI, hein, on est maîtrise d'ouvrage national sur le tiers 1, mais bien sûr on a des interactions avec PRES, donc l'infrastructure européenne, puisqu'on est représentant français dans cette infrastructure, et puis on est coordinateur d'équipe ATMESO, donc on touche toutes les strates. Ensuite, au niveau des machines, donc les machines, je ne vous les représente pas, puisque par définition, par construction, vous êtes utilisateur de GENSI, donc j'espère que vous connaissez les machines. Juste un chiffre, hein, on frôle les 7 pétaflops actuels sur toute la TJR. Alors, Philippe a dévoilé mes slides, hein, c'était pour vous faire une surprise, comme quoi il y avait Irène qui allait arriver, mais donc il vous a largement décrit la machine, donc qui fera 9 pétaflops. Alors, comment on est capable effectivement d'acheter toutes ces machines au fil de l'eau? C'est que donc, nous avons un budget pluriannuel à raison de 30 millions d'euros, enfin presque 30 millions d'euros par an, et ça permet de renouveler les machines. Donc là, je vous ai mis un calendrier provisionnel des évolutions des futures machines. Donc en 2018, vous avez bien compris, il y a Irène qui va être mise en production. En 2020, donc entre 1 an et 2 ans, entre 1 an et 2 ans, on va faire une extension de cette machine pour essayer de la porter à 20 pétaflops. En parallèle, l'année prochaine, on va lancer les appels d'offres pour l'IDRIS, pour renouveler les matériels. En 2021, on fera les extensions. Et puis, on a prévu, bien sûr, puisqu'on s'étale sur 10 ans, de renouveler les machines du CNES en 2021, et puis après son extension en 2023. Voilà, donc tout est prévu. On se débrouille pour capitaliser l'argent pour acheter les machines, et on décide au dernier moment, avec la cellule de veille techno, effectivement, qu'est-ce qu'on va acheter comme machine. Donc vous voyez, ça fait en fait une évolution tous les 10 mois. Donc tous les 10 mois, on est en train d'installer du matériel pour augmenter la puissance de la TJR. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'il faut acheter et surtout préparer les communautés à être en capacité d'utiliser nos machines, donc on a une cellule de veille technologique. Donc là, Eric en reparlera aussi pendant une table ronde. Mais juste sachez qu'on a donc 2 prototypes, hein, c'est quand même important de le rappeler, une à base de KNL qui est au CNES et une à l'IDRIS qui s'appelle OS100 qui est à base d'Open Power et de processeurs NVIDIA. Donc n'hésitez pas à aller sur ces machines, vous pouvez y accéder en dehors du DARI hein, via des accès préparatoires, donc vous remplissez un petit formulaire, on vérifie que vous ne faites pas n'importe quoi et vous avez des heures sur ces machines. Donc ça permet essentiellement quand même de préparer votre code et de nous faire des retours en disant bah non, cette architecture elle est pas bien, ou au contraire elle est très bien, il me faut absolument ça, quoi. Donc on a besoin de nouveau de vous. En ce qui concerne l'infrastructure européenne, donc très rapidement, je ne vais pas décrire les machines, mais sachez juste qu'il y a 5 pays qui mettent des machines à disposition de cette infrastructure. Donc nous avons les 3 machines allemandes. Nous avons la machine espagnole, la machine italienne et puis nous, notre machine française hein, qui est Curie, qui va être bradée avec Irène, on l'a déjà dit. Et puis vous avez donc les derniers venus avec Praise 2 qui sont les Suisses, qui ont mis une machine quand même de 25 pétaflops. Donc l'ensemble de tout ça, si on fait la somme, on arrive à quasiment 70 pétaflops. Donc vous voyez, nous on était à peu près à 7 pétaflops. Au niveau de l'Europe, ils sont à 70 pétaflops. Bon alors, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Et ben en fait, il suffit de comparer par rapport aux calculateurs chinois. Hein, je vous rappelle sur le top 100 qui classe les calculateurs.
Le premier, il a 125 pétaflops et le deuxième, il a 54. Donc si on pouvait réunir toute la puissance européenne, on arriverait pile poil en deuxième place mondiale. Bon, manque de peau, eux, ils font avec une machine, il nous en faut plusieurs, mais voilà l'idée. Alors un peu de pub côté Price. Donc vous êtes en capacité de déposer des projets, hein, il n'y a pas de difficulté majeure. Il faut juste faire un dossier à peine plus compliqué, même peut-être même moins compliqué que pour le national, que pour le DARI. Sachez juste que le prochain call est déjà ouvert, hein, donc vous pouvez déposer vos candidatures. Il y a quand même 2 milliards d'heures à récupérer. Donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez moins de difficultés, on est capable de vous aider à rédiger le projet. Voilà, on est là de nouveau pour ça. Donc en ce qui concerne les capacités d'accessibilité de notre infrastructure, qui peut y accéder? Comme l'a dit Philippe, bien sûr c'est les académiques, mais aussi les industriels. Et il y a 3 modes d'accès possibles. Donc le premier mode, c'est bien la recherche ouverte, ce que vous faites avec le DARI. Hein. Donc ça, c'est un accès qui est uniquement basé sur l'excellence scientifique. Sachez juste que sur les 88%, donc 88% est dédié à cette recherche ouverte. Donc on a 68% dédiés uniquement pour le national et 20% de l'ensemble de la TGR dédié à la partie européenne. Donc la seule contrainte, elle est quand même forte, hein, c'est obligation de publication. Ensuite, nous avons un autre type d'accès qui est là, soit communautaire, on va le voir avec l'exposé tout à l'heure d'Olivier Boucher sur CMIP6, qui nous consomme quand même quelques ressources, vous voyez, sur l'ensemble de la TGR, ou alors des accès plus stratégiques de nos partenaires qui ont besoin de moyens de calcul, mais qui peuvent pas, ils n'ont pas obligation de publication pour eux. Et puis bon, il y a des accès très ponctuels pour des POC. Ensuite, le processus d'attribution, vous le connaissez, hein, de nouveau, vous êtes utilisateur, donc je ne vais pas vous faire l'injure de dérouler tout le processus, mais lorsque vous déposez des projets, vos projets sont expertisés. Il y a quand même 140 experts qui y travaillent, donc c'est un gros travail. Hein, la sélection n'est pas simple. Et pour encadrer en fait ces 140 experts, on a 11 présidents de CT qui après officient dans les comités d'évaluation et les comités d'attribution. Donc d'évaluation, c'est on évalue vos dossiers. Donc on réduit éventuellement les heures parce qu'on trouve que ce n'est pas forcément justifié. Mais donc ça c'est voilà. Et ensuite on attribue vraiment vos projets sur les machines. Et donc parfois on est obligé de nouveau de les réduire parce que vous avez trop demandé par rapport à ce qu'on est capable d'offrir. Et donc ça c'est une partie des travaux des centres, de GNC, mais aussi et surtout des présidents de CT. Donc un slide sur les présidents de CT parce que vous ne les connaissez pas forcément. Donc je vais pas, ils sont tous là sur le slide, mais ils ne sont pas tous là physiquement. Il y en a à peu près la moitié qui sont là physiquement. Donc je vous laisse repérer le président de CT qui correspond à votre comité thématique pour aller les voir à la pause. Et n'hésitez pas d'échanger avec lui ou avec elle. Je pense que ça peut être assez profitable. Donc tout le monde a repéré son président. Donc ensuite, en ce qui concerne les utilisations des ressources, donc là vous avez fait un bilan sur les 7 dernières années. Donc vous avez en rouge ce qu'on est capable d'attribuer sur l'ensemble de l'infrastructure et en bleu ce que vous demandez. Donc heureusement pour nous et malheureusement pour vous, vous faites plus de demandes que nous ce qu'on est capable d'offrir. Bon, vous voyez, il y a un effet de bord en 2016, donc je suis obligé de l'expliquer parce qu'on peut se demander, tiens, ça a progressé, mais en 2017, ça n'intéresse plus personne. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, en courant 2016, on avait fini notre engagement dans Price et pas commencé Price 2. Donc en fait, on a eu des heures qui étaient avant consacrées à l'Europe, qu'on a remis dans le national. Donc pour pouvoir l'utiliser, on a fait des appels spéciaux, hein, des sessions spéciales, pour dire, voilà, si vous voulez faire du Price-like, mais au niveau national, vous pouvez. Et là, on a eu une avalanche de demandes. Et c'est pour ça qu'on a ce gros pic bleu supplémentaire. Mais si vous enlevez ces accès préparatoires, en fait, c'est assez linéaire hein, au niveau demande. Alors, des chiffres qui peuvent être intéressants pour la table ronde. Il faut savoir que 60% des utilisateurs de l'ensemble de la TGR
en fait, sont aussi utilisateurs de tiers 2. Donc ça, c'est lorsque vous faites les demandes au DARI, hein, vous pouvez vous le préciser. Donc ça, c'est des chiffres issus des dossiers DARI. Ensuite, la représentation des communautés sur l'ensemble des machines en heures normalisées, parce que bien sûr, on ne peut pas comparer des heures pures sur une machine qui est 3 fois moins performante qu'une autre. Donc on normalise la puissance des machines. Et ensuite, on obtient ce camembert suivant. Donc en fait, 33% de la puissance, je dirais, hein, pour faire simple, la puissance de l'ensemble de nos machines est utilisée par la mécanique des fluides. Vous avez 23% utilisé par la physique théorique. Ensuite, toute la partie biologie, chimie et puis matériaux, c'est 21%. 14%, c'est toute la partie astrophysique et climato. Et puis le reste, donc les autres applications, donc l'informatique, la santé, etc., c'est un peu moins, donc c'est plus que 9%. Donc là, vous avez la répartition des disciplines scientifiques. Ensuite, on essaye d'avoir le maximum d'interaction avec vous. Donc pour ça, on a 4 fois par an des comités utilisateurs dans chacun des centres. Donc c'est-à-dire tous les mois, en fait, on rencontre des utilisateurs d'un des centres. Donc là, c'est des représentants des comités utilisateurs qui sont bien sûr à ces journées. Il y a les centres et puis il y a Gency. Et qu'est-ce qu'on y fait? En fait, on échange des informations avec les utilisateurs, on refait remonter des besoins, des questions, et parfois, si on est bon, on a même des remerciements. Enfin, c'est surtout pour les centres, hein, c'est les utilisateurs qui remercient les centres du bon déroulé de l'exploitation sur la machine. Ensuite, 2 fois par an, on a donc des comités d'évaluation et d'attribution, je viens d'en parler, parce que le slide où on déroulait toute la partie appel à projet, etc., c'est 2 fois par an maintenant. Donc là, ça concerne les centres et les présidents de CT, hein, que je vous ai montré. Et donc, c'est l'occasion d'allouer les heures de calcul. Et puis, on a instauré ça depuis 2 ans, c'est des réunions avec les représentants des commutes. Et donc on fait ça 2 fois par an et on y en change cette fois-ci sur des besoins non plus liés au centre mais intercentres, de telle manière qu'on puisse faire remonter des besoins et dire au centre, puisque de manière on rediffuse effectivement vis-à-vis des centres, et bien voilà, ils ont une demande pour simplifier tel ou tel usage ou simplement diffuser des informations de manière globale. Ensuite, 1 fois par an, on essaye d'avoir soit un forum comme aujourd'hui, soit une grande enquête. Donc le forum était prévu en fait en 2016, on a dû le décaler en 2017, mais sinon on va essayer de faire soit une grande enquête, soit un forum. Et bien sûr, c'est pour l'étude des besoins et toute la partie prospective. Et le dernier point, c'est autant que faire se peut, eh bien, on fait des réunions thématiques avec les comités scientifiques. Donc on a eu le cas avec l'IPSL pour la partie climato ou la chimie. Et puis on discute soit des états de l'art, comment trouver de certaines solutions techniques ou des difficultés de financement. Et enfin, la dernière interaction qu'on a aussi avec vous, c'est qu'on vous demande régulièrement des retours sur vos projets scientifiques pour les mettre sur notre site web ou les diffuser au travers des réseaux sociaux ou même les expositions et événements. Donc la grande enquête de 2015, on n'a pas trop communiqué dessus sur les retours, hein, mais il y a quand même 65 questions. Vous avez eu la bonne idée de répondre. Donc il y a eu 255 réponses, donc si vous faites le produit des deux, là ça fait quand même pas mal de réponses à analyser. Mais en fait les grands thèmes étaient liés autour de IDARI, donc le site web pour déposer des demandes, et, sur le processus d'attribution et les accès aux ressources. Donc on a identifié une trentaine d'actions, il y en a les 2 tiers qui ont été réalisés et réglés, il y en a encore qui sont en cours, et puis il y en a qui sont soit farfelus, soit irréalisables au niveau sécurité. Mais il y a des sujets qui sont toujours ouverts, hein, qui ne sont pas simples à traiter, qui demandent du temps, de la coordination et une vraie volonté. C'est les possibilités de soumettre directement par le web, avoir des accès uniques, des commandes homogènes. Donc tout ça, c'est remonté dans l'enquête, on le sait. Bref, en fait, c'est essayer d'uniformiser un maximum les interactions que vous pouvez avoir avec les centres ou avec les machines pour que ça soit le plus sans couture. Donc nous, de notre côté, avec Arnaud, on essaye, et bien sûr avec les centres, hein, nous on ne fait rien, on demande juste au centre d'essayer de le faire, c'est d'essayer d'optimiser les ressources. Donc on a mis en place dans certains centres d'exploitation un peu gagnant-gagnant de travaux bonus, donc ceux qui sont utilisateurs
de l'Idris et de Cines peuvent déjà en jouir. On a lissé la charge des ressources qui clairement posait un problème. On avait fait une étude comme quoi c'était la répartition et le mode d'attribution n'étaient pas corrects. Donc on a revu le processus IDARI cette année. Bon, néanmoins, il y a encore certains travail à réaliser au niveau de l'adéquation des codes vis-à-vis des machines. Et donc on sait qu'il y a des codes qui devraient plutôt aller tourner sur les tiers 2. Donc ça, on y travaille. On a essayé, vu qu'on est coordinateur de l'équipe Atmeso, de le faire. On a réussi à identifier l'ensemble des blocages et on espère bien que dans l'avenir, on arrive à avoir une meilleure relation avec les tiers 2 et transférer des projets dans un sens ou dans l'autre plus facilement. Et puis le dernier type d'interaction qu'on a, mais de manière un peu passive vis-à-vis de vous, eh bien en fait on analyse l'empreinte, les empreintes que vous laissez sur les machines, hein, que ce soit en ce qui concerne les IO, la mémoire, les disques, CPU, etc. Pour après nous en déduire quel type de machine il faut acheter et quelle est la ressource qui a saturé, et puis au besoin l'augmenter pour la prochaine machine. Voilà. Bon, le dernier slide, il parle de lui-même. Donc voilà, j'en ai terminé. Ah, ok, donc maintenant je passe la parole à Olivier qui va nous présenter comment la communauté climat